Si vous aussi, vous hésitez à venir dans les pays scandinaves dans des périodes où il fait très froid, comme en ce moment, donc en automne, en hiver, ainsi de suite, bah alors cette vidéo est faite pour vous, puisque comme vous le voyez, nous sommes actuellement en Suède, nous sommes fin novembre, il fait moins 20 degrés, et oui, et on a un fourgon, donc ici le fourgon d'homme Randankamp, qui n'est pas spécialement équipé pour l'hiver. On n'a pas de planche, double plancher, plaque chauffante, tout ce genre de trucs on l'a pas. Donc en fait, nous, on s'était nous-mêmes posé beaucoup de questions. Est-ce que c'était vraiment possible de venir pendant cette période avec le fourgon? Alors oui, c'est possible, comme vous voyez. On a survécu. Enfin presque, comme vous allez le voir. Mais c'était pas sans difficulté, donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer voilà, les surprises qu'on a eues, les bonnes surprises, les mauvaises surprises, ce qui fonctionne plus, des petites astuces et ainsi de suite. Donc bah, c'est parti. On va notamment parler des pneus, de l'eau, du chauffage et de tout ce qui est isolation. Bah, d'ailleurs, on va commencer par les pneus. Allons voir ça tout de suite. Donc nous sommes équipés de pneus 4 saisons depuis le départ de notre Tour d'Europe. C'était plus une précaution. Donc ici, on est sur du Michelin Cross Climate Agilis. Donc c'est des pneus, alors pas de publicité et tout, mais on est très content. On était parti au début de notre Tour d'Europe avec des Continental, pareil des 4 saisons spéciales camping-car, mais ils se sont usés vraiment très très vite. En 10 000 km, on avait à peu près la moitié en termes d'usure, alors que là, les Cross Climate, on les a depuis 22 000 km et on est ouais, à peu près à un quart d'usure, donc franchement, on peut faire 80 000 km et pourtant on n'a pas fait que des autoroutes et tout, on a fait de la piste et tout. Donc déjà, voilà, juste petite parenthèse, mais c'est vraiment des très bons pneus. Et donc les pneus 4 saisons, bah, vous voyez ici, en ce moment, il y a beaucoup de neige. Et franchement, ben, ça va. J'avais un peu peur. On a aussi des chaînes. Et les chaînes, on les a sorties une seule fois. C'était parce qu'au sortir de l'île de Senja, il y avait une grosse montée. Et encore, je pense qu'en prenant l'élan, ça passait. Mais il faut savoir que dans les pays scandinaves, les routes, alors c'est pas déneigé à 100%. Ils mettent pas de salaise et tout, mais c'est bien dégagé et du coup, c'est de la neige qui est, alors soit vous apercevez un peu le macadam, soit c'est de la neige qui est bien tassée et franchement ça va. Alors après, faut pas rouler comme un foufou, hein, puisque notamment les distances de freinage sont beaucoup plus, élevées. On sent que ça glisse un peu et tout, faut faire attention, mais franchement, plutôt une bonne surprise. Donc pneus 4 saisons, ça fonctionne. Évidemment des pneus neige aussi et il faut savoir que dans les pays scandinaves, ils ont aussi beaucoup de pneus cloutés. Alors là, c'est les pneus cloutés, c'est encore mieux, parce que là, du coup, l'adhérence, c'est sans commune mesure. Mais bah, pour moi, ça vaut vraiment le coup que si vous restez plusieurs mois dans ces pays-là, en cette période, puisque bah, ça fait quand même tout, d'un point de vue coût et logistique, il faut changer. Alors au moins les 2 pneus avant, les 4 si vous pouvez, c'est encore mieux. Et du coup, bah, les pneus que vous avez actuellement, il faut les stocker quelque part, les remettre quand vous allez, du coup repasser par la France et tout, donc ça fait quand même beaucoup de complications. Nous, c'est clair que si on avait pu, on aurait préféré, mais franchement, bah, on a très bien fait sans. Après là, nous, on est en train de redescendre vers la France. C'est vrai que quand il va faire on sera en plein hiver, parce que c'est pas encore l'hiver, quand on sera en plein hiver, notamment en décembre, janvier, encore plus de neige potentiellement, encore plus de froid, ce serait peut-être, différent. Mais en tout cas, nous, notre expérience fait que les pneus 4 saisons, du coup, ont très bien, fait leur job, donc pas de souci de ce point de vue-là. Maintenant, on va parler isolation. Alors, comme vous le voyez ici sur le fourgon, au niveau du pare-brise, j'ai une protection dont je parle notamment dans la vidéo que j'avais faite sur la ventilation, juste là, pour se protéger de la chaleur, donc c'est l'autre extrême, mais qui fonctionne du coup aussi pour se protéger des fortes chaleurs, mais aussi en hiver. Et vous voyez, ça couvre du coup aussi les vitres latérales, évidemment le pare-brise. Et ça, pour nous, c'est vraiment un indispensable. Ça a un certain coût, mais franchement, ça fonctionne très très bien. L'avantage, c'est qu'on n'a pas du tout de condensation. Ça se met assez vite. Bon, c'est sûr que c'est une petite logistique, il faut le mettre le soir, l'enlever le matin et tout. Il y a une housse et on sent vraiment la différence. Si vous pouvez, nous, ce qu'on n'a pas, il existe aussi des protections qui descendent en fait. D'ailleurs, il y a le fourgon qui est derrière moi. Vous allez voir ici, là-bas, qui en a une en fait qui descend jusque devant le moteur et au niveau du capot, même autour des pneus. Ça, c'est encore mieux puisqu'en fait, le moteur, c'est l'endroit qui est le moins isolé entre guillemets par rapport à l'extérieur. Et donc, aussi bien quand il fait chaud que quand il fait très froid, vous allez sentir vraiment le froid, enfin la chaleur ou le froid passer vraiment au niveau de l'habitacle. Et nous, on le sent vraiment très très fort. Du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté. Alors là, c'est clairement du bricolage. Je vous montre un peu, c'est pas un truc solution homologuée et tout. On a en fait cette protection qu'on met en fait plutôt en été à l'intérieur pour éviter pour le soleil et tout.
et je l'ai en fait, coincé, ici au niveau du capot pour éviter, un minimum que le froid rentre. Ça fonctionne à peu près, hein, c'est ouais, en tout cas c'est mieux que rien et ce truc-là, comme on s'en sert plus en été, bon au moins il a une utilité en hiver. Sinon niveau isolation extérieure, pas trop de soucis particuliers, sauf et du coup on va passer à la partie plus, les eaux, la partie les eaux grises, que je vais vous montrer tout de suite. Donc ça se trouve pour nous de ce côté-là en bas. Donc voilà, ça c'est la tirette, de la cuve des eaux grises. Donc assez rapidement, dès qu'il a fait, ouais, entre -5, -8 dans ces eaux-là, la cuve des eaux grises, a commencé à geler et du coup, on ne pouvait plus du tout, tirer dessus. Donc là, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de laisser ouvert et de mettre en dessous un bac, un petit seau et cetera et du coup, ben, ça s'écoule et ça a moins de possibilités de geler, sauf vraiment quand il fait très, très froid. La deuxième, on a opté nous pour cette solution, c'est de mettre un liquide, antigel, donc vous en trouvez notamment dans les magasins de camping-car. C'est plus pour l'hivernage, pour mettre notamment dans les tuyaux, la cuve et tout. Enfin, dans la cuve des eaux propres, mais dans ce cas-là, il faut bien le rincer, hein, pour éviter que ça gèle et du coup, nous, on verse un petit peu de ce liquide-là, antigel, au niveau de l'évier, et de la cuisine et de la salle de bain pour éviter du coup que ça gèle dans la cuve. Ça marche plutôt bien, donc c'est juste, ouais, c'est pratique. Vous trouvez des petits bidons de 5 litres, assez facilement. En ce qui concerne l'eau et l'eau propre justement, alors là, c'est clairement le truc qui nous a posé le plus de problèmes. Puisque actuellement il fait -20, donc en fait, tout a gelé. Donc en fait, ce qu'on a choisi comme solution, c'est de se passer complètement de l'eau. Alors ça, voilà, c'est pas super simple, mais du coup, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vider la cuve des eaux propres, complètement comme si vous faisiez l'hivernage et de trouver des solutions. Bah, en fait, du coup, on n'a plus d'eau pour faire la vaisselle, plus d'eau pour la douche, donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe tous les 2-3 jours, dans un camping, comme aujourd'hui pour, prendre la douche, faire, potentiellement la vaisselle. S'il y a des campings avec une petite cuisine, c'est encore mieux et après vous vous débrouillez du coup pour faire des repas où il y a pas ou peu de vaisselle. Donc certes, voilà, on en préférait avoir de de l'eau, hein, mais en tout cas, on se débrouille sans, sachant que pour nous, ça va durer que quelques jours. Évidemment, si vous avez prévu de passer plusieurs mois, mais j'en reparlerai à la fin de la vidéo, il y a peut-être d'autres solutions, qui vous permettent d'avoir de l'eau qui fonctionne, qui sont à privilégier. Un truc qui nous a vraiment le plus embêté avec l'eau, c'est le frost control. Donc ça, c'est vraiment que pour les personnes qui ont un chauffage, Truma, je vous montre, vite fait. Donc le frost control, c'est essayer de vous montrer ce truc-là, là. Alors vous voyez, moi j'ai mis du scotch et tout, je vous explique après pourquoi. En fait, c'est un dispositif de sécurité qui va venir se déclencher automatiquement en dessous d'une certaine température, 3 degrés et pour vider en fait le réservoir de votre, chauffe de votre ballon d'eau chaude. Donc nous, on a notre Truma Combi D. Le problème de ce truc-là, déjà 3 degrés, alors certes c'est 3 degrés à l'intérieur du fourgon, mais ça se déclenche, c'est un peu trop sensible et même en laissant le chauffage à l'intérieur du fourgon, même pendant toute la nuit, on laissait le chauffage à 12, 13, 14 et ben, en fait, ça nous arrivait plusieurs fois qu'il se déclenche et du coup, ben, on se retrouve, le matin avec, une partie de l'eau qui est vidée. Alors il faut savoir aussi que ça va ne pas vider forcément entièrement votre, réservoir des eaux propres. Ça va le vider que si la pompe est en route, puisqu'en fait, si la pompe est en route, elle va chercher du coup à remplir le ballon d'eau chaude et du coup, ça va se vider puisque ça passe par là. Par contre, si la pompe n'est pas en route, ça va pas forcément, du coup vider votre réservoir, juste le chauffe-eau puisque c'est vraiment ça que ça vient protéger. Donc nous, ce qu'on a fait, comme pas mal de gens en hiver a priori, là j'ai mis du scotch, des trucs en dessous et tout pour le bloquer en fait, et éviter que la sécurité se mette en route. Alors c'est pas top, parce que là du coup on chinte complètement la sécurité, mais j'ai eu plusieurs retours d'expérience de personnes qui avaient l'habitude notamment de passer, l'hiver dans les stations de ski et tout et en fait, du moment qu'on laisse le chauffage à l'intérieur et en plus nous on a choisi de laisser le chauffe-eau allumé en mode éco en permanence pour éviter que ça gèle, bah, du coup, il n'y a pas vraiment de raison que ça pose de problème, vis-à-vis de la sécurité, mais c'est vraiment trop sensible et en plus nous, alors c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais nous, il y a un truc qui est vraiment très mal foutu sur notre fond Vendôme Rando Camp, c'est que, vous voyez, le Frost Control n'est pas dans le même compartiment que le Truma combiné qu'il est censé protéger, puisque le Truma combiné est derrière. Du coup, le Truma combiné génère de la chaleur et donc s'il était juste à côté, il se déclencherait du coup, enfin voilà, logiquement, moins souvent. Donc ça, c'est vraiment un truc qui nous a pas mal embêtés. J'ai beaucoup hésité, pourtant on a même une petite, vous le verrez ici, une petite
Un petit tuyau que j'avais fait rajouter par le concessionnaire qui pulse un peu d'air chaud quand on utilise le chauffage, c'est-à-dire, tout le temps en ce moment, mais ça suffit pas en fait pour, réchauffer ce truc-là. Donc ça, c'est un truc à savoir. C'est clairement un risque, s'il faisait très, très froid et tout, mais du coup, en laissant le chauffage et le chauffe-eau allumé, pour moi, il y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours d'expérience, là-dessus, sur ce fameux frost control parce que ça nous a pas mal, embêtés. Enfin, concernant l'isolation du fourgon, donc nous, notre fond Vendôme, il est plutôt bien isolé, pourtant, et c'est surtout au niveau des portes à l'arrière de la porte latérale, il y a du froid qui passe, et je vais vous montrer d'ailleurs. Oui, ici, il y a un peu de givre. Là, on est vraiment à l'intérieur de la porte, et en fait, ça rentre au niveau de la charnière. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Je sais qu'ils vendent des protections en fait en espèce d'isolant, un peu aluminium et tout, qui se mettent sur l'intégralité. Ça peut être pas mal si vous pensez passer plus de temps. Nous, on a un petit rideau. Bon, ça va encore. Franchement, on a eu pourtant jusqu'à -25. On n'avait pas forcément trop froid la nuit grâce au chauffage à l'intérieur. D'ailleurs, c'est la prochaine chose dont je vais vous parler. Notre chauffage, donc c'est un Truma Combi D, D pour diesel, donc c'est un chauffage qui fonctionne au diesel. Donc on n'a pas de bouteille de gaz, on en a juste une pour cuisiner. Mais elle nous dure, d'ailleurs, j'en faut que je vous en reparle aussi. Et vous voyez ici le petit écran, bon, on le met, voilà, il est à 18. Et franchement, on est super content parce que avoir des bouteilles de gaz à cette période, le chauffage fonctionne vraiment 24 heures sur 24. Je pense qu'on aurait dû changer les bouteilles tous les 2 ou 3 jours. Et là, ça fonctionne sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment pour nous un truc à privilégier. Même si on avait eu un problème avec ce Truma combiné lors de notre passage en Italie, je vous mettrai la vidéo ici, le problème de la fameuse bougie. Mais bon, après, c'est parce que c'est un truc qui s'entretient, hein. C'est quand même beaucoup de technologie, de trucs qui peuvent s'encrasser et tout. Mais on en est quand même très très content. Et on n'a pas froid. Ça fonctionne vraiment bien, ça souffle de l'air chaud, et même quand il fait -25. Alors ça, on l'a mis un petit peu plus fort, d'habitude on le met plutôt à 19-20. Là, on l'a peut-être poussé à 22-23 quand on a eu vraiment les températures extrêmes de -25 degrés. Mais sinon, ça fonctionne vraiment très bien. Donc ça, on recommande quand même, parce qu'avec des bouteilles de gaz, je vois pas trop comment on en refait. Un truc très important à savoir en ce qui concerne le gaz, donc le gaz que ce soit pour vous chauffer ou pour cuisiner, nous on n'utilise que pour cuisiner comme vous l'avez compris, c'est pensez bien de privilégier le propane, puisqu'en fait le propane gèle à une température beaucoup plus basse que d'autres gaz comme le butane, etc. Et donc quand vous avez des températures extrêmes comme nous en ce moment, ben, c'est vraiment mieux d'avoir de propane. Vous pouvez avoir carrément votre bouteille de gaz qui gèle, c'est déjà arrivé à des personnes qu'on connaît. Et sinon, vous avez aussi, je sais qu'il y a pas mal de systèmes qui sont au GPL. Alors le GPL, c'est un mélange de butane et de propane, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça gèlera aussi un petit peu plus bas. Mais du coup, quand même, privilégier si vous pouvez du 100% propane, c'est encore plus simple. Et je vous reparle aussi de cette astuce que je vous avais partagée dans notre vidéo sur l'isolation plus contre la chaleur, mais qui fonctionne aussi très bien contre le froid extrême. C'est ce rideau en fait qu'on a rajouté qui fait séparation entre la cabine côté conducteur et la partie cellule espace de vie. Donc il y a un rideau alors qui est fait maison, hein, c'est un rideau thermique qui a été complété à l'arrière une partie, hop, voilà, je vous montre ici, ce sera mieux, complété à l'arrière par une partie de rideau spécial, de surcouche spéciale isolation. Et ça, comme je vous l'ai dit, comme le froid en fait rentre beaucoup à travers l'habitacle, du coup quand il fait vraiment très froid, on sent vraiment la différence. Il suffit de passer la main en fait entre les deux rideaux et de sentir enfin, il fait vraiment très très froid derrière. Donc ça, c'est aussi un truc relativement simple qui pas trop gênant, prend pas trop de place quand vous l'utilisez pas, et en plus l'avantage c'est que vous pouvez aussi l'utiliser l'été en cas de forte chaleur. Autre point concernant l'isolation intérieure, on va parler après les portes arrière de la porte latérale, puisque c'est vraiment par là aussi qu'on pouvait ressentir le froid entrer, et en particulier vers le bas de la porte et ici sur le côté. Pourtant la porte en elle-même est bien isolée, c'est vraiment au niveau des extrémités en bas et sur le côté qu'on pouvait sentir un petit courant d'air froid. Alors c'était vraiment quand il faisait -10, -15, -20 évidemment. Et à tel point que vous allez apercevoir ici, voilà, les deux gamelles de chasse, donc la gamelle d'eau et la gamelle de croquettes. Et la gamelle d'eau, l'eau a gelé, littéralement, alors que c'était à l'intérieur du van et avec le chauffage qui était réglé au minimum à 13-14 pendant la nuit. Et même ici, vous voyez l'espace cuisine, coucou chaussettes. Et tout en bas ici, vous avez, hop, je vous montre vite fait, vous avez la Nespresso et en fait, il y a un petit réservoir d'eau et l'eau du réservoir de la Nespresso, donc toujours à l'intérieur, dans le tiroir fermé et tout, avait commencé à geler.
Donc là, j'ai pas vraiment de solution. En tout cas, j'ai pas vu de produit sur le marché qui existait vraiment pour, isoler plus la porte latérale. Moi, mon conseil, ce serait plutôt de renforcer un petit peu les joints sur le côté et en particulier en bas. Donc soit mettre des joints peut-être plus importants, plus résistants, ou aussi même rajouter peut-être un espèce de boudin, vous savez, le genre de truc qu'on met notamment, dans les maisons, sous les portes et tout pour éviter qu'il y ait des courants d'air qui passent. Donc ça pourrait être une solution parce que là, vous voyez, par exemple, en ce moment, il fait 4-5 degrés et je sens quand même un petit courant d'air froid passer, donc même en temps normal, sans avoir des températures extrêmes, ça peut être un élément, intéressant à ajouter pour, parfaire l'isolation. Autre point qui nous posait question, c'est est-ce que le fourgon, est-ce que le moteur et tout, est-ce que ça va bien fonctionner avec, autant de froid, des températures aussi basses? Là, c'est plutôt une bonne surprise. Donc nous, on est sur un fond Vendôme Randocom, donc sur base de Fiat Ducato 2021, donc moteur 140 chevaux, boîte automatique. Bon, je suis pas trop spécialiste de ça. Et même, le soir où on a dormi sur un parking au bord de la route, il faisait -25 degrés pendant la nuit. J'avais vraiment de grosses craintes sur le fait de pas réussir à démarrer parce que les batteries, ça aime pas trop le froid et même les moteurs, en fait, l'huile et tout, ça peut geler, hein. On a eu un témoignage de quelqu'un qui avait son filtre à gasoil qui avait, gelé à -25 degrés et en fait, ça a démarré alors un peu poussivement, mais ça a démarré. Donc ça fonctionne. Il faut savoir quand même que l'essence que vous prenez quand vous êtes dans les pays scandinaves, c'est, ce qu'on appelle un peu ce que l'essence arctique, le gazole arctique. Il y a des additifs en fait pour, que ça résiste mieux au froid. Donc je pense que c'est, un des facteurs qui a fait que ça fonctionne très bien. Après voilà, je suis pas non plus, super, rassuré, mais, sachez que ça fonctionne. Donc je vous conseille quand même d'avoir nous on en a un booster de batterie si jamais votre batterie, tombe à plat à cause du froid. Encore une fois, c'est arrivé à des personnes qu'on connaît et encore mieux si vous avez un réchauffeur de moteur, réchauffeur d'huile et tout, ça existe. Vous l'allumez une demi heure avant que vous partez, ça va réchauffer votre moteur, votre huile et tout. C'est un équipement supplémentaire, mais là, si vous passez plus de temps dans ces pays-là, ça peut être, intéressant. En ce qui concerne l'électricité, si comme nous, vous avez des panneaux solaires, vous apercevez la neige au-dessus, bon ça à la limite ça pourrait s'enlever, mais même ça, en fait, en cette période, le soleil est très peu présent. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre, le soleil se lève autour de 10 heures et se couche autour de 13 heures. Et on le voit à peine, voire pas du tout dépasser de l'horizon, donc ne comptez vraiment pas sur vos panneaux solaires. Donc plusieurs solutions dans ce cas-là. Soit vous venez, nous on est aujourd'hui branchés dans un camping, soit vous roulez pas mal et du coup avec le chargeur DC-DC, ça recharge votre batterie. Soit vous avez une batterie de grande capacité, nous on a une 150 ampères lithium et si je devais changer, j'aimerais plutôt partir sur une 300 ampères minimum. Évidemment batterie lithium obligatoire parce que les batteries, on va dire plomb, gel et tout, ça n'apprécie encore moins le froid que les batteries lithium. Il existe aussi d'ailleurs des batteries qui sont chauffantes. Nous, on n'a pas eu trop de soucis par rapport à la température avec notre batterie, mais encore une fois, c'est une précaution supplémentaire. Et sinon, c'est vrai qu'on avait jeté un coup d'œil sur les générateurs, qui fonctionnent du coup avec essence. Et aujourd'hui, on en trouve, des petits, assez perfectionnés, assez silencieux. C'est vrai qu'on en a croisé un petit peu durant notre périple, pas tant que ça, mais ça peut être une solution si vous voulez rester plus en autonomie sur des spots nature, puisque les spots nature, dans les pays scandinaves, c'est vraiment incroyable. Donc ça peut être une solution intéressante. Encore une fois, nous, on reste pas longtemps, on n'a pas forcément choisi d'investir et puis ça prend de la place, ainsi de suite. Mais ça peut être une alternative, vraiment intéressante. Donc voilà ce qui concerne la partie électricité. Et enfin, dernier point en ce qui concerne l'éclairage et les phares. Alors là, je vais être assez rapide. J'avais fait une vidéo complète et détaillée que je vous mettrai en haut et en description, puisqu'on avait décidé, notamment avant d'arriver dans les pays scandinaves, de changer nos phares halogènes et de mettre des ampoules LED. Et c'est vraiment une décision, on est très content, puisque dans les pays scandinaves, il y a très peu de soleil, donc très rapidement il fait très sombre, il fait nuit. Et ça, on était vraiment très content. Le gain en visibilité était vraiment significatif, donc ça, aucun regret. Après, on s'était posé la question, puisqu'on voit beaucoup de personnes qui ont des véhicules avec des projecteurs supplémentaires qui se mettent parfois ici, en dessous, ou voire même au-dessus
de tous les véhicules. Je pense qu'il y a au moins la moitié des gens, notamment en Norvège, qui en ont. On s'était posé la question d'en ajouter un. On l'a pas fait puisque ça a un certain coût et il me semble en plus qu'en France, c'est pas autorisé, en tout cas, c'est pas homologué, ça peut poser des problèmes pendant le contrôle technique. Et bon, nous, ça nous a pas trop gênés. C'est sûr que c'est mieux. On voit quand les véhicules passent ou sont devant nous, ça éclaire vraiment un truc de malade. Mais pour moi, c'est vraiment plus quand on est vraiment au fin fond de l'hiver, quand il y a de la neige, de la brume et tout. Là, ça peut être vraiment indispensable. Nous, voilà, avec nos phares, LED, on n'a pas eu de problème. Par contre, si on était resté avec les phares halogènes, là, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc encore une fois, pas de regret pour avoir changé, nos phares. L'investissement a été très rentabilisé. S'il ne faut retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que oui, c'est possible de venir dans les pays scandinaves, d'avoir des températures, relativement extrêmes avec un fourgon qui n'est pas doté d'équipements qui sont, spéciaux justement pour, affronter ces températures. Mais vous l'avez vu, il y a quand même, quelques inconvénients. On n'est pas non plus 100 serein quand les températures, baissent énormément. Mais si vous avez prévu par exemple juste de traverser, de passer quelques jours, c'est, clairement faisable, pas besoin d'acheter des équipements d'un millier d'euros. Après si vous je l'ai déjà dit, mais je le répète, si vous avez prévu de passer plus de temps ou si vous avez un peu plus les moyens, ben, du coup, il faut pas hésiter non plus à, équiper votre fourgon. Donc je pense notamment les pneus cloutés, je pense il y a tout un des systèmes pour éviter que l'eau ne gèle, donc des résistances chauffantes qui vont venir dans les réservoirs, sous le réservoir des eaux grises, ainsi de suite. J'en ai parlé, le réchauffeur, de moteur, le petit booster, enfin voilà, une isolation peut-être, plus complète. Mais donc voilà, c'est des choses qui existent, ça va voilà, ça va avoir un certain coût. Donc encore une fois, pour moi, ça dépend vraiment du temps que vous avez prévu de passer. Si vous acceptez un certain niveau de risque, de galère comme nous on a pu le faire ou, si vous préférez du coup être, 100 serein et du coup, ben, équiper votre van, votre fourgon, votre véhicule en conséquence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je tenais vraiment à vous faire ce retour d'expérience parce que nous-mêmes, on s'était posé, 1 milliard de questions. Est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on vient pas? À quelle période et tout? Alors évidemment, ça dépend de la météo. Il s'avère que cette année, on a eu une vague de froid qui arrivait beaucoup plus tôt que prévu, en tout cas qu'habituellement dans les pays nordiques, puisque d'après les locaux, c'est plutôt à partir du mois de décembre qu'il commence à neiger, dans, on va dire, le nord de la Norvège, à Laponie et tout. Là, c'est arrivé plutôt, pas autour du 10 novembre. Ça a surpris un peu de monde dont nous. Mais malgré tout, on s'en est sorti et on regrette vraiment pas parce que ce qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié, bah, c'est, regarder les paysages qu'on a. C'est ces régions-là, à cette période, c'est vraiment magnifique. C'est quelque chose que nous, on n'a pas l'habitude de vivre en France, donc ça vaut le coup et en plus de ça, évidemment, vous avez, les aurores boréales, donc ça, c'est un spectacle de la nature incroyable, donc ça vaut le coup, de faire tout ça. N'hésitez pas, si vous avez d'autres, commentaires, astuces, retours d'expérience sur, le froid extrême en fourgon et tout, moi ça m'intéresse. N'hésitez pas si vous avez des questions et évidemment n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de vous abonner et ben moi je commence à avoir un peu froid donc je suis parti quand même.